bonsoir et bienvenue à cette édition dominicale sur les antennes de Numérica Télévision. Vous l'avez constaté, votre journal de dimanche renoue avec sa formule originelle, avec présentatrice en plateau et un invité en phase avec l'actualité brûlante du moment. Ce soir, nous recevons le député national Steve Mbikaï qui vient de prendre part aux travaux préparatoires du dialogue politique inclusif. Nous terminerons par les éléments marquants de l'actualité de la semaine dans notre page rétrospective. Un seul titre dans cette édition, la tenue à Kinshasa, vous le savez, du 23 au 28 août, des travaux préparatoires du dialogue politique inclusif. Des délégués de la majorité de l'opposition et ceux de la société civile étaient réunis autour du facilitateur Edem Kodjo à l'hôtel Béatrice. Toutes les péripéties de la rencontre de 5 jours dans ce journal. Merci de nous faire confiance et bienvenue à tous. Monsieur le député, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes président du Parti travailliste, de l'opposition nationaliste, pro-dialogue. Oui, on l'appelle aussi nouvelle classe politique et sociale. Je vais vous retrouver tout à l'heure. On va donc parler des travaux préparatoires du dialogue national auquel vous avez pris part à Béatrice Hôtel. Mais d'abord, place à l'actualité qui est restée dominée par la clôture dans la soirée de samedi des travaux du comité préparatoire du dialogue. Les parties prenantes se sont finalement accordées sur la durée des travaux, mais aussi sur la nécessité de tenir pareille assise avant la date du 19 décembre. Comme de bien entendu, les délégués de l'opposition présents se sont dit être les porte-voix des préalables véhiculés par leur père qui boudent la rencontre. Les détails dans ce reportage. 3 jours des travaux ont suffi pour les participants afin de mettre en place la feuille de route du dialogue politique national inclusif en RDC. La feuille de route a fixé quelques points précis, notamment le financement du dialogue, son chronogramme ou encore les règles de base. Enfin, la banquise a craqué. La banquise de la haine, de la méfiance, de la suspicion, du rejet de l'autre. Banquise qui structurait la société congolaise, cette banquise a enfin craqué. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette salle où nous avons parlé ensemble fraternellement et nous avons partagé 3 jours durant le même repas. Personne ne s'est étripé, personne ne s'est battu. Les débats ont été francs, loyaux, cohérents. Dans la feuille de route, le facilitateur reste l'animateur principal de l'ensemble du processus de dialogue national. Nous allons vers un dialogue qui ne saurait dépasser 2 semaines. Nous avons des échéances qui sont coincés dans des dates qui nous coincent. Et ces échéances, nous devons les anticiper et nous devons aboutir à un travail complet avant ces échéances. La feuille de route a été signée par les 3 composantes, l'opposition représentée par Jean-Lucien Boussa, la majorité par Néhémie Mouilania et la société civile par l'abbé Donatien Cholet. Et les participants ont affirmé à la quasi-unanimité avoir concrétisé le caractère inclusif du dialogue, certains opposants allant jusqu'à soutenir que la voix du rassemblement a été entendue. Je vous propose de suivre les uns et les autres au micro d'Éric Ndongala. Pour moi, la première chose à faire, c'est de mettre tous la main dans la pâte, on se regarde dans les yeux pour avoir un calendrier consensuel. C'est un événement important qui vient d'être accompli aujourd'hui. N'en déplaise donc aux oiseaux de mauvais augure qui croyaient que le dialogue n'allait pas se tenir, aujourd'hui,
à travers la fin des travaux du comité préparatoire, le dialogue est imminent. Dans les discussions, nous avons également évoqué l'un des points majeurs du dialogue, c'est l'accord politique éventuel qui devra être trouvé à l'issue de 2 semaines de négociations. Bon, on vient de remettre un courrier il y a moins d'1 heure aux facilitateurs pour la prise en compte de toutes ces questions. Les questions concernant les prisonniers politiques, la réouverture des chaînes de télévision et des radios, l'arrêt des poursuites judiciaires à l'encontre des acteurs politiques et tout ce qui s'ensuit. Nous espérons que la majorité va comprendre que pour pouvoir continuer ce processus, il devrait effectivement répondre positivement à toutes ces exigences. Le mandat du président Kabila touche à sa fin. Entre-temps, aujourd'hui, il nous reste 23 jours pour que, conformément à la Constitution, le scrutin du président soit convoqué le 19 septembre. Question, quelle est la perspective? Quel est le défi? Quel est l'enjeu? Que faire? Dans l'ensemble, les travaux se sont bien déroulés. Les principes directeurs du respect à la Constitution et à la résolution 2277 ont été respectés. Et je crois que ce qui reste, c'est les combats dans le fond, lorsqu'il faut aborder des questions d'alternance des élections. Et de leur côté, les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques saluent l'aboutissement des travaux. Michel Dumont, ambassadeur de l'Union européenne, estime que le dialogue permettra d'aboutir à un consensus pour une suite heureuse du processus électoral. Il est au micro d'Éric Ndongala. C'est un premier pas qui doit être suivi par d'autres. Nous espérons que l'ensemble des acteurs politiques seront convaincus qu'il est de l'intérêt de la République démocratique du Congo, de la population congolaise, mais aussi des opposants eux-mêmes, que ce dialogue ait lieu, car les échéances pressent. Et il y a clairement un manque de confiance. On voit bien que, pour l'instant, le dialogue n'est pas inclusif, puisque de nombreux acteurs importants de l'opposition n'y participent pas. Et ce que nous souhaitons, c'est que le gouvernement, les autorités politiques congolaises continuent les mesures de décrispation et d'apaisement qui ont été engagées, à savoir la libération des prisonniers d'opinion, la réouverture des médias de l'opposition, la cessation des poursuites politiquement biaisées, de façon à créer ce climat de confiance et à convaincre les acteurs qui ne sont pas encore là de participer à l'exercice qui commencera le 1er septembre. Nous ne soutenons aucune position. Nous souhaitons simplement que la paix et la stabilité règnent au Congo. Une crise dans la République démocratique du Congo aurait des conséquences évidemment extrêmement négatives pour la population, mais également pour l'ensemble de la région des Grands Lacs et au-delà pour l'ensemble du continent africain. Donc notre seul souci est de faire tous les efforts possibles pour contribuer à la paix et à la stabilité, et nous pensons que des mesures d'apaisement vont dans ce sens-là. Alors Steve Mbikaï, première question, fallait-il vraiment participer aux travaux préparatoires du dialogue national en tant qu'opposition? Je ne peux pas dire qu'il fallait participer, je peux dire qu'il valait mieux participer. Ce n'était pas obligatoire ou bien impératif que j'y participe, mais c'est quand même nécessaire dans la mesure où je suis de ceux qui ont vraiment travaillé pour ce dialogue quand je n'y croyais même pas. Quand les gens avaient honte de parler dialogue, vous savez très bien que ici, généralement, c'est l'hypocrisie qui prime. Mais ça fait 3 ans que je suis resté constant avec ma plateforme politique, la NCPS, Nouvelle Classe Politique et Sociale. On est resté constant pour dire qu'il fallait absolument aller au dialogue. Et beaucoup m'avaient diabolisé au point même de prétendre que c'est devenu kabiliste par le simple fait de demander qu'il y ait dialogue.
Mais j'avais dit à l'opinion de ne pas s'en faire parce qu'ils connaissaient bien tout le monde et son site de jeu, tout le monde allait venir. Et je suis content de voir que finalement tout le monde est venu. Déjà d'ailleurs, beaucoup sont précipités au comité préparatoire. Moi, je suis entré là avec Honorable Itapura 2 jours avant la fin. Mais ceux qui nous diabolisaient quand on s'est battu pour le dialogue étaient les premiers à déposer leur liste au comité préparatoire. Voilà. Donc, pourquoi au sein de l'opposition, alors vous le dites si bien vous-même que vous, à l'époque, vous étiez considéré comme un kabiliste, pourquoi vous étiez le seul à comprendre qu'il y avait nécessité de dialoguer? Est-ce que vous avez partagé ça avec vos pairs de l'opposition? Ben, on a partagé. C'est une question de savoir anticiper. Vous savez, diriger, c'est prévoir. Déjà, au mois de décembre 2015, j'avais estimé qu'il serait impossible pour les élections 2016. Et j'avais même dit... On vous a vu également lors des consultations? Oui, et puis on a dit, on m'a traité tous les mots par les gens, il veut la transition, avec Kabila à la tête. Moi j'avais dit, mais ça c'est une proposition, parce que tel que je vois, il n'y aura pas d'élection, il y aura absolument transition. Mais aujourd'hui, tout le monde comprend que j'avais raison. Alors que quand vous avez rencontré le président de la République lors des consultations, il y avait encore du temps de pouvoir organiser des élections. Pourquoi n'avoir pas martelé pour que finalement il y ait élection en RDC? On l'a fait. Plutôt que de soutenir ce schéma du dialogue. On l'a fait. Qui est non constitutionnel. Quand j'ai été reçu moi-même par le président Kabila, après j'avais bien souligné qu'il fallait avoir les élections dans le délai. Ça c'était notre position de tout le temps. C'est par après, quand il est resté environ 12 mois, que j'avais compris que ça n'aurait pas lieu. Dans tous les cas, le dialogue est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il fallait clarifier les choses, étant donné que les élections de 2005, 2006 et 2011 étaient entachées de beaucoup d'irrégularités, des fraudes. Et quand on avait appelé ce dialogue demandé par le Conseil de sécurité de l'ONU, ce n'était pas pour seulement les élections ici qui viennent. C'était pour aplanir aussi les divergences par rapport aux élections passées. Donc, c'était nécessaire d'aplanir les divergences ou bien, n'est-ce pas, préparer les élections à venir. Alors comment vous comprenez le fait que vos pairs de l'opposition, je parle du rassemblement, jusqu'aujourd'hui, n'est toujours pas prêt, le rassemblement, pour participer à ce dialogue? Comment vous comprenez ça? Vous savez, nous sommes dans un système de pluralisme intégral. Il y a différentes plateformes. Chaque plateforme prend des positions tenant compte des éléments en présence. On ne peut pas condamner un groupe qui a son agenda, parce que chacun a ses stratégies, notamment le rassemblement. J'ai peux seulement constater que le président Tshisekedi, avec l'UDPS, était déjà tout près du dialogue, était d'accord avec le schéma du dialogue. Dans la mesure où, d'ailleurs, vous vous souviendrez que l'UDPS se revendiquait de pouvoir gérer toutes les 12 places comme préparatoire pour le compte de l'opposition. Après, le leader Maximo a invité des collègues à Genval. C'était justement pour le convaincre de s'impliquer dans le chemin du dialogue. Mais je me suis rendu compte que les gens qui étaient partis à Genval, notamment les dissidents de l'AMP, qui ne voulaient pas du dialogue, ont plutôt éloigné. Ils ont éloigné le leader Maximo du dialogue en ajoutant beaucoup de préalables pour aller au dialogue. Alors voilà ce qui a bloqué. Et ce qui est encore plus dur, c'est le fait qu'ils aient, pour des raisons qui leur sont propres, récusé le facilitateur, alors qu'il est soutenu par tout le monde. Connaissant Etienne Tshisekedi, est-ce que vous pensez qu'il peut facilement se laisser embarquer par le G7, comme vous le dites? Non, ben vous savez, je ne sais pas, je ne veux pas chacun ses stratégies. Je constate ce qui s'est fait. Tout le monde est d'accord avec moi que lui était déjà pour le dialogue. Était même prêt, tenant compte notamment d'ordonnances convoquant le dialogue. Mais quand ils sont partis à Bruxelles,
Ils ont rejeté même l'ordonnance présidentielle convoquant le dialogue, s'appuyant seulement sur la résolution 2277, alors que nous ne sommes pas un pays sous tutelle. Quand on prend une résolution par le Conseil de sécurité de l'ONU, son application dans un pays nécessite les mesures d'application contenues dans un instrument juridique national, et c'est l'ordonnance. Et aussi ce qu'on doit savoir, parce qu'ici on a tendance à croire qu'une résolution est obligatoire, elle est impérative, que non. L'État concerné apprécie. Ils ont l'exemple de Burundi. On a voté il y a 2 semaines une résolution pour envoyer 224 policiers de l'ONU à Bujumbura. Mais le Burundi a dit non. Mais ça ne peut pas se faire. Donc les États doivent coopérer dans l'application des décisions prises par l'ONU, et cela est concrétisé par l'ordonnance présidentielle. Hier, Edem Kodjo disait pas de dialogue sans Etienne Tshisekedi. Aujourd'hui, c'est pas de dialogue sans Edem Kodjo, dit Tshisekedi. Est-ce que vous envisagez ou vous entrevoyez un dialogue sans la présence d'Etienne Tshisekedi? C'est là que la force de modestie ne va pas quand même m'interdire de dire que je suis visionnaire. Parce que quand monsieur Edem Kodjo avait dit cela, moi j'avais réagi, parce que d'abord, un facilitateur est censé être neutre, mais le fait de commencer à jeter des fleurs à l'une des parties qui était les grands, sans lui, rien ne va se faire, c'était une partialité. Mais quand j'avais condamné cette partialité, j'ai été diabolisé aussi par les gens, vous voyez. Alors aujourd'hui, l'homme Kodjo qui était partiel en faveur de l'UDPS a essayé de revenir au centre. Et cela qu'on dit Menaké, il n'est plus neutre. Vous voyez un peu. Alors je ne sais pas. Et puis les raisons qui sont avancées pour accuser Kodjo, moi c'est pas son défenseur, à mon avis, me paraissent subjectives. Notamment le fait d'avoir voulu convoquer le dialogue avant le meeting du rassemblement du 31 juillet. Un facilitateur ne doit pas dépendre d'un camp politique. Alors maintenant, pour répondre à votre question par rapport au fait, est-ce qu'on peut avoir un dialogue sans le président Tshisekedi? Le président Tshisekedi, c'est un leader très important dans ce pays, de par son combat politique et son histoire. Sa présence dans un dialogue, c'est un plus, c'est une donne très importante par rapport à la crédibilité même des travaux que l'on fait. Mais comme j'ai toujours dit, vous savez, madame, dans un pays, tout le monde est important. Il y a les gens plus importants que d'autres, mais sauf qu'il n'y a pas des gens indispensables. Dans la mesure où tous nous passons et le pays continue. J'ai toujours donné l'exemple de l'Afrique du Sud. Un homme comme Mandela est mort, mais le pays continue. J'ai donné même l'exemple du plus grand maître des sauveurs, Seigneur Jésus, qui est venu sur terre, qui est parti. L'Église continue, le monde aussi continue. C'est pour dire que la présence du dire Massimo est très importante, mais n'est pas indispensable. C'est-à-dire, si on continue à les prendre en otage par les kabylistes qui sont passés à l'opposition. Il ne s'agit pas ici également des partis qui ont un certain poids politique? Oui. Parce que Tshisekedi on en parle beaucoup. Traîne derrière lui plus de 40 députés à l'Assemblée nationale. Oui, on en parle beaucoup. Il n'y a pas que lui. C'est comme j'ai dit, j'ai parlé aussi de son importance. C'est par rapport notamment à ça, l'histoire de son parti et même le résultat qu'il a eu aux élections. Vous voyez. Est-ce que vous en avez parlé lors du comité préparatoire? Mais alors, l'inclusivité du dialogue, c'est constate comment? Parce que moi, je suis contre ceux qui diabolisent le rassemblement. Voilà, il ne veut pas venir, ceux qui veulent le chaos. Mais non, l'inclusivité d'un forum, on le constate au niveau des invitations. C'est-à-dire, quand un forum est inclusif, on ne chasse personne. Mais on ne peut pas non plus obliger les gens à y être. Ou dire celui qui ne veut pas venir est mauvais. Non, c'est pas ça. Là où moi je déplore, c'est quoi? Vous savez, quand moi j'ai une fête dans ma maison, pour mon intérêt, ma cérémonie, je vous invite, vous imposer des conditions. Mais si c'est une fête à nous deux, à nous tous, pour notre intérêt, comment allez-vous me poser, vous, des conditions? Parce que c'est une fête commune. Ici, c'est une cause commune de la nation. On ne peut pas faire comme si c'est une affaire du pouvoir. Parce que c'est pour trouver des solutions aux problèmes du pays. Et là, c'est mettre à l'écart. Attends, je vais terminer. Et je crois aussi que le rassemblement semble tomber dans ses propres pièges. Comment? Le dialogue, au départ, était une affaire des Congolais seulement. Ce sont les membres du rassemblement qui ont demandé qu'il y ait implication internationale.
Ils ont demandé un facilitateur international. Moi, j'étais contre ça, parce que moi, je suis contre la dépendance à l'étranger dans nos affaires. Alors, j'avais proposé à l'époque... La résolution 2277 parle des bons offices des Nations Unies. Oui, les bons offices des Nations Unies, bon, moi j'accepte, je ne refuse pas. Mais là où on peut régler seul les choses, on peut les régler, n'est-ce pas? Alors, le fait qu'ils ont demandé un facilitateur international, on l'a donné. Après, ils ont dit que ce n'est pas suffisant. Il faut encore un panel. On a donné un groupe de soutien. L'affaire a cessé d'être congolaise, est devenue africaine, internationale même, parce qu'elle est soutenue par l'UIA, par l'Union africaine, l'UF soutenue par les Nations Unies. Comment voulez-vous qu'un groupe de Congolais, du reste qui avait demandé cette implication, se mette à marge? Ils seront perdants, parce que ce qu'on va faire là-bas aura une légitimité nationale et internationale. C'est de la mauvaise foi. Comment vous justifiez ça? Comment vous qualifiez ça exactement? Non, pour ce qui est du dire Maximo, il est de bonne foi. Et moi, je pense qu'il est tombé dans le piège. Je passe tout au départ. Tout au départ, quand l'UDPS était pour le dialogue, un homme comme Moïse Katumbi était contre le dialogue. J'ai comme l'impression que c'est le schéma des dissidents de l'AMP qui a triomphé par rapport à l'idée du départ de l'UDPS. Alors, vous-même, Steve Mbikaï, à quel prix avez-vous accepté de participer aux travaux préparatoires, mais également du dialogue? Mais est-ce que pour... En politique, il n'y a que des intérêts. Non, les intérêts, d'accord, mais il faut que les intérêts personnels, cadres, soient en dessous des intérêts, de l'intérêt général. Pourquoi à quel prix? Dès qu'on a demandé le dialogue par le Conseil de sécurité de l'ONU, parce qu'ici on est en train de biaiser les choses. Vous avez proposé une transition, alors que vous savez que la transition est anticonstitutionnelle. Cette transition sera faite sur base de quoi? Qui présidera le pays pendant cette transition? Avec quel gouvernement? Issu comment? Tout ça, ce sont les intérêts en politique. J'étais en train de dire que l'intérêt majeur, c'est d'abord l'intérêt du pays. Et quand le Conseil de sécurité avait demandé le dialogue, eh ben, le pouvoir en place avait triché en organisant les concertations. J'avais refusé avec d'autres d'y aller. Mais quand j'ai vu que le dialogue était demandé pour être inclusif, j'ai trouvé que c'était bon, je suis parti. Alors, on vient maintenant à mes propositions, ok? Parce que je n'aime pas faire comme tout le monde en fait. Généralement, quand les gens font une chose, la même chose, je ne fais pas. Alors quand j'ai vu que tout le monde disait la même chose, c'était la chanson, élection dans le délai, bien que j'étais conscient que ça devenait impossible, moi j'ai préféré, n'est-ce pas, dire la vérité. Alors la transition dont j'ai parlé, j'ai donné la formule. Que faire pour éviter, pour ne pas violer la Constitution et pour ne pas tomber la Constitution? Il y avait deux thèses. La thèse de l'UDPS était de mettre la Constitution entre parenthèses, dans les quartiers d'abord. Mais pour moi, non. Moi, j'ai proposé un schéma qui ferait que, la Constitution... Pour le respect des institutions, voilà, de la Constitution. Un schéma qui ferait la Constitution va demeurer et va continuer. Alors, je suis le premier à avoir proposé ce qu'on appelle la Convention constitutionnelle. Dans un pays, madame... Dans tous les pays, la Constitution ne résout pas tous les problèmes. Même la Bible, d'ailleurs, on l'a dit, n'a pas tout dit. Alors, il peut se faire qu'il y ait un cas non prévu par la Constitution ou un cas de blocage. Ça, on le sait. Alors, ce gouvernement, article devient dormant. Là, c'est une question importante. Ce gouvernement de transition va être issu après le dialogue. Non, moi, je préfère, quand on pose la question, que ceux qui suivent comprennent la réponse. C'était d'abord au niveau de la Constitution. Que faire pour avoir un gouvernement sans violer la Constitution? Alors, la Convention constitutionnelle, c'est quoi? C'est l'accord politique de la classe politique par rapport à une difficulté constitutionnelle ou par rapport à un article qui n'a pas produit ses effets ou devenir dormant pour pouvoir s'entendre et continuer avec la Constitution avec un entendement commun sous l'article. Et j'avais dit que notre Convention constitutionnelle partirait de l'article 70 de la Constitution sur la fin du mandat, parce que là, on n'a pas la même compréhension. Et quand on se met d'accord, on se met cette convention, cet accord à la Cour constitutionnelle, quand il la valise, et on y va. En ce moment-là, on va faire quoi? On va imaginer un scénario. Comme ils n'auront plus le pouvoir de gérer le pays de façon légitime, parce que en décembre, le président Kabila devient illégitime, parce que le mandat prend fin. Mais il reste en fonction jusqu'à l'installation. Je vais vous retrouver, M. Mbikaï. En ce moment-là, maintenant je termine pour que vous continuiez. En ce moment, on fait quoi?
on imagine un scénario comme quoi il y aurait eu élection, par exemple, et que nous, de l'opposition, on a gagné à l'Assemblée, c'est-à-dire on a une majorité parlementaire, et eux ont la majorité présidentielle. En ce moment-là, nos députés et sur la majorité forment une espèce de nouvelle majorité parlementaire qui va désigner un Premier ministre issu de l'opposition. En ces moments-là, on continue avec la même constitution, jusqu'à ce qu'on va arriver aux nouvelles élections. Je vais vous retrouver, j'allais dire tout à l'heure, et toujours dans le cadre, on va dire, de la sensibilisation au processus électoral. À la CENI, le rapporteur adjoint de la centrale électorale a fait le déplacement de l'église Fepako Nzambe Malamu, paroisse de la municipalité de Kinshasa. Onésime Koukatoula Falache, le professeur, s'est entretenu avec les chrétiens sur l'importance de l'acte civique qu'est l'inscription au rôle d'enrôlement. C'est en marge de la convention de la Genèse de l'église Fepako Nzambe Malamu que le rapporteur adjoint de la CENI a échangé avec les fidèles chrétiens, mais aussi citoyens congolais. Le professeur Onésime Koukatoula a fait une sorte d'évaluation du processus électoral avec eux. Il a invité les jeunes à s'enrôler massivement lors de l'opération d'enrôlement. La Commission électorale nationale indépendante a profité de la convention des jeunes pour faire passer les messages de la révision du fichier électoral. Comme vous le savez, l'actualité du moment, c'est la révision du fichier électoral. Et le titre de la convention a interpellé la Commission électorale nationale indépendante parce que le titre c'est « Jeunes, tu dois monter ». Et nous sommes venus pour expliquer aux jeunes que pour que les jeunes montent, ils doivent d'abord s'enrôler. Et dès qu'ils s'enrôlent, ils doivent voter. Et dès qu'ils votent, il doit aussi être voté. Et nous avons expliqué à la jeunesse de l'Église que les jeunes représentent un poids très important dans le fichier électoral. Près de 52% du fichier électoral sont représentés par les jeunes. C'est ainsi que nous sommes venus les sensibiliser pour participer massivement, pour s'impliquer à l'opération de la révision du fichier électoral qui a démarré le 31 juillet dans la province de Nord-Ubangi. Et je pense que le message a été capté. Ils ont promis de s'impliquer massivement. Si on a procédé à cette révision totale, c'est entre autres parce que on a constaté qu'il y avait plus ou moins 8 millions de nouveaux majeurs qui devaient être intégrés dans les fichiers. À l'église Fepako Nzambe Malamu, on se dit édifié des précisions apportées par le professeur Onésime Koukatoula. Les jeunes ont promis de répondre favorablement à l'appel lors de l'enrôlement. Steve Mbikaï, processus électoral, opération d'enrôlement se poursuit dans la province pilote du Nord-Ubangi. Finalement, une certaine frange de l'opposition accuse la CENI de travailler de mèche avec le pouvoir en place pour orchestrer le glissement. Oui, parce qu'à la CENI, pas d'élection sans révision du fichier électoral. Je ne peux pas accuser la CENI sur base de cette position, non. Tout simplement, la CENI, de tout temps, nous avons toujours dit qu'elle est dépendante de la majorité. Parce que généralement, ils prennent des positions... Croyez à l'indépendance de la CENI. Celle-ci, non. Elle prend des positions toujours pro-majorité. Et chaque fois que la CENI est attaquée, vous verrez que tout le monde, la majorité défend la CENI. Alors que la CENI, c'est un organe indépendant. Qu'est-ce qui fait que la majorité défend toujours la CENI? Tout ce que fait la CENI est d'accord. Et c'est là que nous disions, nous. Et c'est pourquoi c'est pour la transition, en fait. C'est pour que pendant cette transition, qu'on puisse revoir la composition de la CENI. Parce que les gens qui sont là ont désigné de façon floue et servent la cause du pouvoir. Ça, c'est clair. Mais aussi, pendant cette transition, on doit avoir la Cour constitutionnelle. Comment les gens ont été, n'est-ce pas, nommés là-bas. Et enfin, donc, on doit voir la territoriale. Comment est-ce que, on peut être tous ensemble dans la territoriale. On ne peut pas laisser, on peut perdre avec ses alliés, gérer le pays comme ça, partout, sans mandat. Donc, c'est tout ça. Donc, la CENI, à mon humble avis, devrait être revue, mais je ne peux pas dire qu'elle a tort quand elle dit ça. C'est la vérité. Parce qu'on ne peut pas aller... Selon vous, les prochaines échéances électorales pourraient être organisées sans le bureau Nanga? Absolument, en ce qui me concerne, je pense qu'il faudra nommer d'autres animateurs de la personnes, parce que l'autre raison c'est quoi? Le fait que la majorité est majoritaire à la CENI n'est pas normal.
Parce que la CENI est arbitre. Pourquoi est-ce qu'eux doivent être majoritaires dans le bureau? Il faut qu'on ait un nombre, n'est-ce pas, paritaire, un nombre égal de gens au niveau du bureau de la CENI, dans toute la CENI. C'est une raison. Alors, quand la CENI dit qu'on ne peut pas avoir les élections sans fichier, mais il a raison. Comment est-ce qu'on va avoir des élections sans fichier électoral? C'est ce qui est clair, et que nous devons éviter de confondre vitesse et précipitation. De tout le temps, on fait tout en précipitation. Moi, je veux que cette fois-ci, on pouvait faire rapidement, trop vite, s'il y avait élection dans le délai. Alors, si on dépasse le délai, il faudrait qu'on fasse les choses comme se fait partout. On doit enrôler tout le monde, il fallait identifier tout le monde, et puis... 16 mois plus un jour. Ah oui, écoute, oui. Et puis, on fait les élections de la base au sommet, comme partout ailleurs, pour que dans tous les 5 ans, que tout le monde rentre à la base, demander un nouveau mandat du secteur à la présidence. On va maintenant prendre la page rétrospective de l'actualité de la semaine, une sélection des principales informations compilées par notre rédaction. La semaine écoulée s'est ouverte sur une lourde tension marquée la veille des travaux du comité préparatoire du dialogue politique par l'appel du rassemblement à la ville morte. Les ambassadeurs accrédités en RDC étaient alors reçus lundi par Edem Kodjo. Le même lundi, l'heure était au bilan pour le mois négatif de la participation congolaise aux Jeux Olympiques de Rio au Brésil. Suivez ce condensé. Comme dans les précédentes éditions, la délégation de la République démocratique du Congo, composée des 4 athlètes, quitte les Jeux Olympiques de Rio sans la moindre médaille. Pour Célestin Kabala Mwanamboui, la RDC doit apprendre à préparer ses athlètes dans des meilleures conditions pour une bonne participation dans ce genre de compétitions. Beaucoup de choses à la base, mais ce qui est très regrettable, c'est qu'il n'y a aucune politique d'abord, aucune politique olympique dans notre pays. On se contente de petits saluts. Et l'olympisme chez nous est fondé sur du ponctuel. C'est lorsqu'on l'annonce, à quelques semaines, que les gens se mettent à se débrouiller. Ils croient que c'est facile, ils vont là-bas. Et finalement, on se demande si on a la véritable mesure de l'olympisme. Est-ce qu'on en a la philosophie et est-ce qu'on comprend ce que c'est? Parce que c'est tous les ans que ça se répète. Kabala Mwanamboui propose une franche collaboration des écoles avec les structures privées qui possèdent les infrastructures adéquates pour une bonne formation des athlètes dès les bas âges. Vous avez vu qu'au nombre de 45 médailles récoltées par l'Afrique, il y a le Burundi par exemple qui a gagné une médaille, il y a le Niger, mais pourquoi pas la RDC? La RDC a des enfants éparpillés à travers le monde. La RDC doit comprendre que l'olympisme se prépare à bas âge. C'est dans les écoles, c'est à l'université, c'est dans l'armée qu'on trouve le creuset justement des futurs champions. Mais il faut que cela soit intériorisé comme une politique sportive. En se disant, lorsque nous voulons viser l'élite, nous devons préparer cette élite à la base. Il faut qu'il y ait la pratique du sport à la base. Tous les athlètes congolais présents à Rio de Janeiro ont été invités au nom du principe de l'universalité des Jeux. Seule Rose Keleku, porte-étendard de la délégation congolaise, s'était qualifiée pour les taekwondo où elle était éliminée dès les premiers tours. L'Afrique a remporté au total 45 médailles aux Jeux de Rio. Les prochains Jeux olympiques auront lieu en 2020 au Japon. La communauté internationale réaffirme son soutien au facilitateur Edem Kodjo pour l'organisation du dialogue national. Elle s'est dit prête à s'investir pour contacter tous les acteurs politiques pour un dialogue inclusif afin d'obtenir l'organisation des élections apaisées en République démocratique du Congo. La communauté internationale salue également les mesures d'apaisement appliquées par le gouvernement congolais. Les ambassadeurs ici réunis ont salué d'abord le geste et l'attention du facilitateur, le ministre Edem Kodjo, de l'appel qu'il a fait et de ce dialogue ouvert qu'il a créé entre lui et la communauté diplomatique au Congo pour pouvoir les tenir informés régulièrement de la teneur, du contenu, de l'orientation et des progrès de son travail de facilitation.
Suite à ces discussions, les ambassadeurs ici réunis ont réaffirmé leur citation aux facilitateurs, ont réaffirmé leur soutien à la facilitation de l'Union africaine, dirigée par le Premier ministre Kodjo, et ont réaffirmé leur désir de pouvoir s'investir individuellement et collectivement à travers les contacts qu'ils ou elles ont avec les acteurs politiques congolais pour pouvoir continuer de passer ce message à l'unité, à l'inclusion et à la participation effective de l'ensemble des acteurs congolais au dialogue politique afin qu'ils créent les conditions idoines afin que le pays aille tranquillement vers des élections apaisées, transparentes, inclusives qui permettront à tous les Congolais, toutes les Congolaises d'exercer leurs droits citoyens et de pouvoir influer sur le résultat des élections. Les représentants des missions diplomatiques ont pris note et ont apprécié ces gestes d'apaisement pris par le gouvernement à travers la libération des prisonniers et à travers l'élargissement de l'espace médiatique, l'autorisation d'émettre données à certains médias qui a été fermés. Des mesures qui peuvent être prises pour pouvoir créer des conditions idoines pour que les Congolaises et les Congolais se retrouvent autour du dialogue. Nous continuons de faire appel pour que ces décisions soient prises tout en saluant déjà les mesures prises par le gouvernement qui nous semblent être quelque chose de très positif. Les travaux du comité préparatoire du dialogue national vont débuter ce mardi selon les communiqués du facilitateur du dialogue publié le week-end dernier. Steve Mbikaï, peut-être une seule question. D'abord, la rétro, pas des ambassadeurs, mais les Jeux Olympiques. La RDC est rentrée, même réduit. Oui, je pense qu'il fallait s'y attendre. Notre système, globalement, ne marche pas bien dans tous les domaines. Donc, tout est à refaire. Le domaine sportif n'est pas écarté non plus. Les changements congolais ne sont pas encadrés à tous les niveaux. Les autorités se donnent plus au football. D'autres sports de combat, par exemple, on ne s'intéresse pas tellement. J'ai été à un combat de judo. Quand j'ai vu avec quel matériel les gens travaillent, on ne peut pas s'attendre à voir des médailles aux Jeux Olympiques. Hein. La journée de mardi a connu l'ouverture solennelle des travaux du comité préparatoire du dialogue, alors que la ville tournait au ralenti en raison de l'appel à la ville morte lancé par les opposants regroupés au sein du rassemblement. Un appel qui a reçu une réponse quelque peu mitigée. Un reportage. Les commerces au centre-ville ont ouvert de manière disparate. Une disparité due sans doute par peur des représailles. Si l'appel à la ville morte a été suivi des faits par certains, le besoin de vivre au quotidien après les dividendes des ventes a contraint d'autres à l'ouverture des commerces. Les échanges ou les transactions se sont déroulés normalement ailleurs. Le mot d'ordre lancé par l'opposition n'a pas empêché une partie du centre-ville de tourner. Mais plusieurs endroits où l'on a toujours enregistré une affluence étaient presque désertés. La plupart de ces lieux sont restés moins fréquentés. Ils n'ont pas brillé par leur ambiance habituelle. Et comme la température du centre-ville se mesure souvent sur l'avenue du commerce et même au grand marché, nous avons fait un détour par là. Pas de frottement ni d'embouteillage. Ceux qui ont souhaité fonctionner l'ont fait et ceux qui ont refusé ou hésité l'ont réalisé aussi. L'hyperactivité du centre-ville s'est affichée au fur et à mesure les après-midi. La ville tentait de reprendre son souffle dans la journée, une journée révélatrice de l'état d'esprit des Congolais à l'ouverture des travaux préparatoires du dialogue national. Mardi 23 août, une journée qui entre désormais dans les annales de la RDC. L'ambiance extérieure présageait déjà la profondeur de ce qui devra être dit à l'intérieur. D'abord, l'arrivée des invités. Majorité, opposition, société civile se sont présentés, le temps de remplir les formalités, puis prendre place dans la salle. Plus de 500 participants au total. C'est en présence des corps diplomatiques que les facilitateurs ouvrent les travaux du comité préparatoire. Edem Kodjo a indiqué rester ouvert pour accueillir ceux qui sont hostiles au dialogue. Comment ne pas souligner pour le regretter que la famille congolaise ne soit pas entièrement réunie dans la maison commune. Notre patrimoine à tous, sachant que les portes largement ouvertes de notre enceinte
sont prêtes à accueillir à tout moment nos frères encore absents, à qui nous tendons les paumes ouvertes de la fraternité. Ici encore, le facilitateur rassure, le comité préparatoire n'a pas pour vocation de définir le dialogue, mais produire des recommandations qui serviront des bases au dialogue politique. Le comité préparatoire a pour objectif principal de préparer les aspects normatifs, matériels et logistiques du dialogue national. Comme j'ai eu à le dire dans un passé récent, le comité préparatoire n'a pas pour vocation de traiter des questions de fond. Il reviendra à l'instance même du dialogue de débattre de ces questions et de prendre les décisions qui constitueront la base consensuelle de l'exercice du pouvoir en RDC. À Edem Kodjo de préciser que la date du dialogue sera annoncée après les travaux préparatoires. Vos travaux sont donc d'une importance certaine. Vous serez les ingénieurs et les architectes du dialogue, car il vous revient de dessiner son plan, de prévoir ses piliers, de définir les quantités de matériaux devant soutenir cet édifice. Je ne doute pas un seul instant que vous mesurez à sa juste valeur la portée des responsabilités qui vous incombent, conscient que personne ne sortira vainqueur d'une crise politique à laquelle l'absence de dialogue pourrait conduire. Après l'ouverture solennelle, les délégués se sont retrouvés en atelier pour le début des travaux par thématique. Nous vous présentions mercredi les réactions de la classe politique au lendemain de la ville morte à Kinshasa et dans quelques villes du pays. Vous avez écouté ce que disait le député et président du parti travailliste Steve Mbika. Il était interrogé par Félix Silonga. La journée ville morte a atteint ses objectifs, notamment lancer un signal fort à la majorité présidentielle. Nous, l'objectif c'était quoi? De démontrer à la face du monde que nous ne sommes pas d'accord avec ces dialogues-là et que M. Kodjo, pour nous, c'est déjà un facilitateur récusé et nous avions voulu démontrer à la face du monde que nous ne sommes pas d'accord ni avec le dialogue du président Kabila, ni avec M. Edem Kodjo comme facilitateur. Les travaux pour nous n'existaient pas parce que Kodjo, comme facilitateur, il est déjà récusé. Nous ne nous attendions pas à participer à un exercice que Kodjo aurait tracé. Donc l'hôtel boycott n'a pas sa place. Le problème, c'est pour nous, ces processus n'existaient pas. Nous ne nous sentons pas concernés. Nous ne pouvons pas boycotter, parce que boycotter, ça dit penser que ça existe. Aussi longtemps que Kodjo, sa récusation reste et demeure pour nous, nous ne pensons pas que nous ayons boycotté. Au cas où Edem Kodjo restait le facilitateur, l'opposition continuera à considérer qu'il constitue le problème à la solution congolaise. On fera un constat. Le tout premier, c'est M. Kodjo n'est pas un homme d'honneur. Il n'a pas le sens, il n'a pas sa personnalité. Ils auraient dû se démettre de lui-même parce qu'une partie importante des parties prenantes, une partie prenante importante comme l'opposition, l'a récusé. Ça part de M. Kodjo. Deuxième, alors nous avons constaté que l'Union africaine nous impose un choix, n'a pas cherché à ce que les Congolais se mettent ensemble, et est venu pas pour réconcilier les Congolais, mais pour les diviser, et nous avions compris que le Congo ne serait pas sorti de la colonisation, une autre recolonisation. S'agissant des opposants à l'ouverture des travaux du comité préparatoire, leur présence est des nuls et sans effet. Comment justifiez-vous la présence de celui qui s'appelle opposant? Non. Donc, je crois qu'on ne s'oppose pas à l'individu. Que vous? Non, pour vous, ils sont de connivence avec l'AMP, ils ont traversé. Vous savez, vous les placez où? Je serais trop... je crois qu'il y a un but de moi-même, en cherchant à penser que moi je suis plus opposant que les autres. Je me pose la question tout simplement sur le contenu de notre opposition. De quoi s'agit-il?
Il s'agissait plutôt de Ingede Ifoto, membre du rassemblement, qui faisait le bilan de la journée ville morte, mais qui commentait également la participation des opposants au comité préparatoire du dialogue. Le député Steve Mbikaï a relancé jeudi l'opinion sur ses considérations autour des travaux préparatoires du dialogue proprement dit. Suivez. Préparatoires du dialogue sont entre autres des lacunes que dénonce le porte-parole de l'opposition nationaliste. Le président du parti travailliste estime que ce dialogue, dans son format actuel, ne produira pas les résultats attendus en termes de consolidation de la paix et du déblocage du processus électoral. Nous sommes d'abord contents que les travaux aient démarré. Comme vous savez, nous sommes de ceux qui se sont battus pendant 3 ans pour que le dialogue ait lieu. Et nous avons apprécié que les travaux préparatoires commencent. Nous souhaitons bonne chance à ces travaux. Mais nous avons peur. Nous avons peur de voir que ce dialogue risque d'échouer dans la mesure où on est parti sur de mauvaises bases. Au fond, j'ai déploré des irrégularités dans la désignation de délégués à ces assises. Et pire encore, l'association a retenu des délégués de l'opposition qui n'ont pas de mandat de leur organisation politique. Le président du PT craint que ce forum national voulu inclusif n'accouche d'une souris et demande au facilitateur Edem Kodjo de rectifier le tir. J'espère que sa mission va presque s'arrêter avec le début du travaux de dialogue. Parce que si réellement au dialogue il y a cette composition que j'ai vue au perchoir, un dialogue des Congolais qui est dirigé à 100% par les étrangers, groupe de soutien, facilitateurs, c'est humiliant pour notre pays. Donc je voudrais qu'il puisse rectifier le tir par rapport à la désignation des délégués au niveau du dialogue. Il faut que ce soit des délégations, les organisations qui désignent. C'est pas à lui de désigner ce fonds de clientélisme, les gens qui font les pédigrés à ce bureau, les gens qui voient ses collaborateurs. Donc c'est pas comme ça qu'on a construit le pays. Malgré sa mise à l'écart des travaux préparatoires du dialogue, Steve Mbikaï met en avant-plan l'intérêt supérieur de la nation. Alors, Monsieur Steve Mbikaï, les travaux du comité préparatoire terminés, le dialogue se tient où, quand? Oui, d'abord, j'ai reviens sur ce que j'ai dit. Je confirme que on avait désigné le délégué sur des fausses bases, sans critères au départ, de façon clientéliste. Je crois que nous devons corriger ça au niveau de délégués au dialogue. Il faut qu'il y ait d'abord des principes, des critères au départ avant de désigner les gens. Alors, par rapport au lieu où aura le dialogue, il sera fixé bientôt parce qu'on ne s'était pas entendu définitivement, mais il y a plus de chances que ça puisse se tenir à la cité de l'Union africaine. Il y en a qui parlent de Matadi. Kinshasa, absolument. On a même entendu un son de cloche du Congo-Brazzaville. Non, mais moi je ne peux jamais accepter qu'un dialogue du Congolais se tienne à l'étranger. Pourquoi? Moi je suis contre cette façon de voir les choses. Et mon point de vue était clair là-dessus. Il faut que ce soit au Congo. Matadi, un dialogue qui commence le 1er septembre. Le 1er septembre, mais ça va être ici, à Kinshasa, sûrement à la cité de l'Union africaine. Qui va durer moins de 15 jours. Oui, c'est ça, 14 jours. Il faudrait qu'avant la date supposée, celle à laquelle on devait convoquer le scrutin présidentiel, il faudrait déjà que l'opinion se fixe, sache déjà qu'est-ce qui a été convenu au niveau du dialogue. Le facilitateur a affirmé que les mesures de décrispation du climat politique vont continuer pour permettre à ce que le rassemblement, qu'il y ait inclusivité, pour que la plupart, en fait, tout le monde participe à ce dialogue. Absolument, même en ce qui concerne l'ouverture des médias fermés et puis des prisonniers politiques à libérer, il nous revient de constater qu'on n'a pas encore libéré tout le monde. Nous avons été clairs. On a été clair que avant de commencer le jeudi prochain, il faudrait que tous les prisonniers concernés soient dehors. Ceux qui sont éligibles, n'est-ce pas, à cette décision. Il faudrait aussi que les chaînes de télévision qui ont été fermées émettent réellement pour que nous puissions travailler dans un climat de sérénité. Est-ce que vous pensez que la population veut réellement de ce dialogue?
il est difficile de pouvoir parler au nom de la population en général. Souvent, je dis aux gens que, souvent on dit le camp du peuple. Le peuple a dit. Le peuple n'a jamais un seul point de vue. Vital Kamerhe interdit de toute manifestation à l'étranger. Le peuple, c'est un tout qui a beaucoup de compartiments. Et c'est une case, un compartiment. Ça peut être 1000, 2000, 500 personnes, même 20, 30 personnes. Il n'y a personne qui est invité à parler au nom du peuple, à lui seul. Le peuple est dans tous les camps, le peuple est dans tous les partis politiques qui sont passés aux élections, ça c'est clair. Et tout le monde se cache derrière le peuple. Oui, oui, tout le monde. Et par rapport à cette interdiction, n'est-ce pas, des activités de Kamerhe à l'étranger, ben, vous savez, moi, j'ai une façon de voir les choses. Je suis pour la tolérance. Le peuple se tranche quand on va aux élections. Je ne suis pas pour la politique des biceps, de se taper dessus, s'insulter, dénigrer les gens. C'est pas mon genre. Moi, j'aime pas les idées, hein, pas m'attaquer aux gens, pas glorifier, déifier les gens. Non, ça c'est ça la nouvelle classe politique en fait chez nous. Merci beaucoup, Monsieur le député Steve Bikaï, président du Parti travailliste et membre de l'opposition nationaliste. Oui, nouvelle classe politique et sociale, et puis Parti travailliste. Merci beaucoup d'être venu commenter l'actualité avec nous ce soir. Moi. Le vendredi, le ministre de la Justice et garde des Sceaux a saisi le facilitateur Edem Kodjo de la décision de la libération prochaine de 5 activistes, dont 4 du mouvement Lucha et l'un de leurs collègues de Filimbi. À la veille de la clôture des travaux, Michel Bongongo éclairait l'opinion sur les raisons ayant amené l'opposition républicaine conduite par Léon Kengo Adondo à rejoindre finalement le dialogue. Suivez. Dans le cadre toujours des mesures de décrispation politique, le ministère a fini l'examen de quelques autres dossiers qui concernent 5 personnes. J'ai écrit ces jours au procureur général de la République pour procéder aux formalités en vue de libérer 4 activistes de Lucha, Bienvenue Matumo, Victor Tessongo, Marc Héritier Capitaine Godefroy Mwanaboato, ainsi qu'un activiste du mouvement Filimbi, Jean de Dieu Kilima. Les formalités vont se faire à partir de ce jour. Il devrait pouvoir quitter la prison de Makala dans les 2-3 jours qui viennent. D'après le rapport qui m'a été fait également ce matin, les personnes pour lesquelles j'avais annoncé la libération le vendredi dernier devraient commencer à sortir à partir de ce week-end. L'Union républicaine assiste aux travaux du comité préparatoire pour y plaider et rendre opérationnel le principe de l'inclusivité pour que puisse se tenir dans la sérénité et la paix des cœurs les assises du dialogue national qui se doit d'être inclusif pour assurer la crédibilité de la résorption des contingences liées au processus électoral. Pour ce faire, l'opposition républicaine prendra langue avec les hommes et les femmes de bonne foi, pris de paix, décidés à œuvrer contre l'accroissement des risques de dégradation de l'environnement politique et de violence dans notre pays. Vous savez, moi avec Honorable Bitakwira, nous sommes pratiquement les cogéniteurs de ce dialogue. On ne peut pas être absent de la maternité, là où ça prend forme, mais il faut le faire dans le respect de notre personnalité.
On ne fait pas aller faire la queue et puis les queues de grille à la passation pour des retenus. On voulait bien avoir une invitation claire pour être là en tant que délégué de nos composantes. Ce qui a été fait aujourd'hui, voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Nous avions quand même beaucoup contribué pour que ce dialogue ait lieu et nous ne voyons pas comment ceux qui l'avaient combattu doivent nous précéder dans la salle. Donc c'est notre droit le plus élémentaire, M. Steve Mbika et moi. Peut-être il y a encore Bonane qui manque à l'appel, mais c'est notre droit le plus élémentaire. Et par rapport à la grand-mère, moi j'avais dit, même en esprit, nous devrions être dans la salle et se transformer encore à l'intérieur. Mais nous félicitons la facilitation qui a quand même compris que nous étions parmi les personnalités marquantes de l'histoire et de l'origine du dialogue. Vous l'avez constaté, mesdames et messieurs, votre journal de dimanche a renoué avec sa formule originelle, avec présentatrice et en plateau et un invité en phase avec l'actualité brûlante du moment. Ce soir, nous avons reçu le député national Steve Mbika, président du Parti travailliste. Il a commenté avec nous l'actualité. Il a pris part aux travaux préparatoires du dialogue politique inclusif. Nous avons terminé ce journal du dimanche avec les éléments marquants de l'actualité de la semaine dans la page rétrospective. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Le prochain journal de la rétro, c'est dimanche prochain. Demain, lundi, vous retrouverez 19h. Bienvenue Babois pour le grand journal. Bonsoir, à très bientôt.